From Software est aujourd'hui un nom incontournable du jeu vidéo, connu pour ses mondes sombres, son gameplay exigeant et son univers fascinant. Ce studio japonais a su marquer l'histoire du gaming, mais avant d'être le créateur des légendaires Dark Souls, Bloodborne et Elden Ring, From Software a connu des débuts modestes. Alors prenez un café, des chips et un soda, et laissez-moi vous raconter l'histoire de From Software, du premier pas à Elden Ring. Bien, on est au Japon, en 1986, où vous êtes le fondateur d'une petite boîte. Le but de votre boîte, c'est de créer des logiciels de productivité pour PC. C'est pas un grand luxe, mais ça paye les factures. Mais vous le sentez, certains de vos employés sont de vrais cracks. Ils savent coder bien plus que des lignes de texte pour un PowerPoint. Puis, vient un élément déclencheur. Sony a littéralement créé un raz-de-marée. Cette console a littéralement bouleversé le marché. On parle de 102 millions de copies vendues à travers le monde. Un succès critique et commercial. Et sur le podium de l'une des consoles les plus vendues de tous les temps. Mais bon, on n'est pas là pour parler de PlayStation. Sauf si vous demandez. Et vous, dans votre petite boîte, vous voyez une opportunité. L'architecture et le kit de développement de la PlayStation est plutôt simple. Cela va vous permettre de sortir des jeux en 3D. On est en 1994 et la boîte sort son premier jeu, Kingfield. Oui, ben faut bien commencer quelque part, hein. Moquez-vous, moquez-vous. Mais ça, c'est la base de ça. Dans ce jeu, on incarne Jean-Alfred Forester, qui est à la recherche de son père, Osser Forester. Ce dernier ayant disparu avec ses soldats alors qu'il explorait un cimetière souterrain appartenant à un roi. Attends quoi? Le gameplay consiste majoritairement en des batailles à la première personne, la résolution d'énigmes et d'exploration. Le jeu a été un franc succès, 200 000 exemplaires. Bon, un succès à son échelle. Mais bon, fort de son succès, la boîte décide de lancer une suite. C'est en 1995 que sort la suite Kingfield 2. Pareil, un succès critique et commercial. Et c'est en toute logique qu'une troisième suite voit le jour. On change pas une recette qui gagne. On peut noter les points forts de cette série. Une ambiance unique, sombre et mystérieuse. Une exploration récompensée. Le joueur doit observer, tester et chercher. Il y a aussi un univers riche, peu de dialogue, mais beaucoup de secrets et d'histoires cachées. Le jeu est le précurseur de ce que deviendra le Soulsborne. Si tu aimes Dark Souls, tu reconnais forcément plein d'éléments. Cependant, le bas blesse. On peut noter un gameplay lent, les combats peuvent être mous et même rigides, des graphismes vraiment pas beaux, même pour l'époque, ça reste un peu austère. Et bien sûr, ça reste un jeu From Software. Du coup, la difficulté est très corsée. Pas d'éducation, pas de cartes, et évidemment, les morts sont fréquentes. Cela va faire maintenant 3 ans que vous faites des jeux. Tout a l'air de bien se passer. Cependant, le climat du Japon est particulier. On peut noter la guerre du Golfe de 90 à 91, où le Japon n'a envoyé aucune troupe, mais a soutenu les opérations alliées financièrement, à hauteur de 13 milliards de dollars. Cela a été critiqué à l'époque car certains estimaient que le Japon payait pour la guerre, sans vraiment y participer. On note aussi la montée en tension de la Corée du Nord, qui décide de faire des tests nucléaires. Et enfin, l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo. La secte, comme Shinrikyo, a attaqué le métro de Tokyo, faisant 13 morts et des milliers de blessés. Laissez-moi un commentaire si vous voulez en savoir plus. Et dans l'ensemble, la série Kingfield est un succès critique et commercial. Mais vous avez une idée. Pourquoi ne pas tenter une nouvelle série? Mais quel serait notre matériel d'origine? On est en 1990. Les animés et jeux vidéo sont alors prime. Pokémon, Evangelion, Sailor Moon, Gundam et bien sûr Dragon Ball Z. Dans tout ceci,
un mode sort en particulier, les mechas. Là voilà l'idée. Le studio va travailler et créer quelque chose de rapide, technique et orienté action, tout en gardant une forte ambiance. C'est ainsi que vit au monde la série des Armored Core. Bon alors, la série des Armored Core est vraiment très longue, il mérite bien sa vidéo à elle toute seule, donc on va très vite zapper le temps. Nous avons le tout premier Armored Core en 1997 sur PlayStation 1. En 97, le projet Phasma, et en 99, Master of Arena. Sur PlayStation 2, vers les années 2000, on a Armored Core 2, en 2001, Another Age, en 2002, Armored Core 3, en 2003, Silent Line, 2004, Nexus, 2004 aussi, Landbreaker, en 2005, Last Raven. On enchaîne sur PlayStation 3, en 2006, Armored Core 4, 2008, Armored Core Forencer, en 2012, Armored Core 5, 2013, Verdict Day. Et le dernier en date, en 2023, Armored Core Fire of Rubicon. Je vous avoue que ça fait pas mal de jeux, mais revenons un peu en arrière. Vers mi-2006, From Software décide de créer un action RPG 3D pour la PlayStation 3 dans l'héritage de Kingfield. Mais le début du développement est chaotique. Il manque de direction créative claire et le jeu n'a pas vraiment de direction en fait. C'est flou, lent et même en interne, on n'y croit pas trop. Vous savez quoi? On a qu'à laisser au nouveau là. Comment il s'appelle? Michio Miyazaki? Ouais, voilà, c'est ça. Le 5 février 2009, la bête est lâchée. C'est un immense succès, un raz-de-marée, près de 1,7 million d'exemplaires. Il a explosé toutes les attentes et s'est largement mieux vendu en Occident qu'au Japon. Miyazaki a insufflé sa vision du monde et a totalement changé le ton et l'univers. Avant lui, le jeu était générique, presque une fantaisie classique. Miyazaki est arrivé et a ajouté une direction sombre, mystérieuse et oppressante. Il a instauré un monde brisé, lugubre et mélancolique, une narration fragmentée, où l'histoire se devine plus qu'elle ne se raconte. Une ambiance inspirée de Berserk. Le gameplay fut totalement repensé. Le jeu était mou sans saveur, Miyazaki a tout repris de zéro avec une idée en tête. Le jeu doit être dur, mais juste. Chaque mort est un enseignement. Résultat, un combat exigeant et méthodique, une gestion de l'endurance, parade et roulade. Un vrai sentiment de danger à chaque pas, et une inspiration produite par plusieurs studios par la suite. Nioh, Lord of the Fallen, Lies of P, Hollow Knight, et j'en passe. Pour faire simple, Demon's Souls a engendré une nouvelle philosophie du jeu vidéo, prouvant qu'un titre difficile et exigeant peut rencontrer un succès critique et commercial. Son héritage est désormais omniprésent dans l'industrie, bien au-delà du genre de l'action RPG. Après ce succès, le studio comprend que ce genre mérite une suite. Cependant, ce sera sans Sony, qui décidera de ne plus collaborer avec eux pour une éventuelle suite, ne voyant pas le potentiel lucratif d'une telle série. Eh ben putain, ils ont du flair chez Sony, hein. C'est finalement Bandai Namco qui se décidera à collaborer avec From Software pour la création d'une nouvelle franchise, une suite spirituelle à Demon's Souls, mais cette fois multiplateforme. C'est ainsi que naquit la série des Souls. Nous allons commencer par le premier, Dark Souls. Miyazaki offre à son jeu une dimension plus ambitieuse. Le but est de construire un monde ouvert avec des régions interconnectées. Dans ce monde, le joueur incarne un mort-vivant, un humain maudit par la marque sombre, le rendant mort-vivant, et évoluant dans la ville de Lordain. Le jeu se concentre sur la maîtrise du gameplay et l'utilisation des compétences. Armes, armures, magie et objets pour mener à bien les combats, en particulier contre les boss du jeu. Le level design pousse le joueur à explorer l'environnement. Un level design inspiré de vrais monuments. On le voit à la cathédrale de Milan, qui a inspiré ce putain de passage d'archer de merde, ou encore à Orlando, qui est une inspiration du Mont Saint-Michel. Comme c'est un Souls, évidemment, l'histoire se veut très cryptique, rythmée par de rares cinématiques, incitant le joueur à explorer le lore et favorisant l'imagination pour faire des liens dans les bribes d'histoire. Celle-ci commence alors que l'âge du feu arrive à sa fin, et que le pouvoir du feu s'affaiblit. Le joueur prend alors le contrôle d'un humain marqué de la marque sombre. Il s'évade et sera amené à Lordran, la partie du monde où les seigneurs du feu s'étaient installés au début de leur règne. Mais ce qui a marqué cet opus et qui marquera la suite de la série au fer rouge, c'est la beauté des bandes sons.
Rien ne peut s'asseoir à la table des OST de From Software. Je suis sûr que même si vous n'avez jamais vu ou joué à un Souls, vous avez au moins entendu ces musiques. Coucou, alors de base ça devait être une vidéo entière, mais j'ai perdu les rushs et mon SSD est beaucoup trop endommagé. J'arrive pas à récupérer les anciens rushs. Du coup, je vais remonter la vidéo et il y aura une deuxième partie. Donc voilà, bye.